J'ai entendu mon père dire à ma sœur, ta sœur ne recevra pas la moindre chose. J'ai regardé maman. Elle souriait. Je suis sorti et j'ai déplacé jusqu'au dernier centime cette nuit-là. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je m'appelle Ella Monroe. J'ai 28 ans. Je n'aurais jamais pensé que je me tiendrais un jour dans ma propre cuisine, à regarder ma famille faire une photo de groupe pendant qu'on me demandait de sortir du cadre. Je suis resté là, avec le plat de nourriture que je venais de passer des heures à préparer. Mais tu peux te pousser un peu? Tu bloques la lumière, a dit ma mère sans même me regarder. J'ai reculé. Silencieuse, invisible. Personne ne l'a remarqué. Personne ne s'en est soucié. Je croyais qu'en faisant plus d'efforts, il finirait par me voir, m'aimer, me vouloir. Mais la vérité, c'est que certaines familles ne veulent pas de toi. Avant de vous raconter la suite, j'aimerais savoir d'où vous regardez ceci. Écrivez votre ville dans les commentaires. Cliquez sur j'aime si vous vous êtes déjà senti comme un étranger dans votre propre famille. Et abonnez-vous si vous êtes prêt pour des histoires sur le fait de trouver de la force. Là où vous pensiez qu'il n'y avait que du silence. Je ne me souviens pas de la dernière fois qu'un membre de ma famille m'a appelé par mon prénom. Ici, je suis juste celle qui fait en sorte que tout fonctionne. Les courses n'arrivent pas toutes seules par magie. Le sol ne se nettoie pas tout seul. Et quelqu'un doit bien prendre des notes pour les réunions d'affaires hebdomadaires de papa, à la table de la cuisine. Cette personne, c'est toujours moi. Chaque matin, je me réveille avant le lever du soleil et je commence la routine. Le café en train de couler, les œufs en train de grésiller. Papa les aime au plat, avec le jaune coulant. Maman les préfère bien cuits, avec du sel et du citron. Vanessa, ma petite sœur, ne prend pas de petit déjeuner. Sauf si ça vient de cette boulangerie à la mode du centre-ville, et seulement si c'est livré. Quand même, je lui mets toujours une assiette à table. Je suppose que c'est l'habitude. Elle descend rarement avant midi. Parfois, je me vois comme la musique de fond de cette maison, présente. Mais jamais entendue, essentielle, mais jamais remarquée. Ils vivent leur vie autour de moi comme si j'étais un meuble utile mais qu'on oublie. La semaine dernière, j'ai frotté la salle de bain des invités pendant 2 heures. Avant que le club de lecture de maman n'arrive. J'ai même repassé les serviettes en tissu. Oui, en tissu, parce qu'elle disait que sa réputation était importante. Quand les invités sont arrivés, elle a souri et leur a dit, c'est épuisant de tout faire toute seule. Moi, j'étais dans la cuisine, en train de m'essuyer les mains sur mon tablier, invisible. Je n'ai pas toujours été aussi invisible. Je me souviens que quand j'avais 8 ans, j'ai eu toutes les meilleures notes sur mon bulletin. Je suis rentré à la maison tout excité, prête à le montrer à papa. Mais quand j'ai ouvert la porte d'entrée, Vanessa m'avait déjà devancé. Elle s'était littéralement cassé le bras en tombant de vélo. Toute la maison était en panique. Maman pleurait. Papa courait vers la voiture. Moi, je suis resté là avec mon bulletin parfait à la main. Oublié. Ce moment ne m'a jamais quitté. Vanessa a toujours su comment prendre de la place. Elle était belle, charmante, bruyante d'une manière que les gens trouvent adorable. Les profs l'adoraient. Les amis de la famille disaient qu'elle était une étoile. Elle n'avait pas besoin de faire des efforts. Il lui suffisait d'exister. Moi, en revanche, je devais tout mériter. Et même là, ce n'était jamais assez. Mon père, Martin, est le genre d'homme qui pense que les émotions, c'est pour les faibles. Si tu pleurais devant lui, il disait. Essuie-toi le visage et règle le problème. Il a construit son entreprise à partir de rien et il attend que tout le monde travaille aussi dur. Mais seulement si tu es le fils qu'il n'a jamais eu. Ma mère, Elena, est obsédée par les apparences. Son jardin est parfait. Son Instagram est soigné. Ses photos de famille, toujours avec des couleurs assorties et bien recadrées. Moi, je tiens souvent l'appareil photo. Et puis, il y avait Vanessa. La fille chérie. Elle a 3 ans de moins que moi, mais aux yeux de mes parents, elle est en avance de 10 ans. Elle reçoit des compliments juste pour être là, alors que moi, je reçois le silence pour avoir tout organisé. Je suis l'assistante non officielle de l'entreprise de papa depuis 4 ans. Sans poste, sans salaire, je programme des réunions, je vérifie des contrats, je prépare même le café pour ses clients. Il dit, tu apprends. C'est de l'expérience.
Mais ça fait presque 5 ans que j'apprends. Parfois, je me demande si je disparaissais. Est-ce que quelqu'un le remarquerait? Est-ce que les poubelles se videraient toutes seules? Est-ce que les draps se plieraient tout seuls? Est-ce que quelqu'un appellerait pour savoir si j'allais bien? Mais je reste. Je fais ce qu'il faut. Je me dis que c'est de la loyauté, que peut-être un jour quelqu'un dira enfin merci. Mais ce jour n'est jamais venu, et au fond de moi, j'ai arrêté d'y croire. C'était un jeudi après-midi quand j'ai entendu la conversation qui allait tout changer. Papa était dans le salon avec maman. Je venais de rentrer du pressing avec ses vêtements, les bras chargés de 2 sacs de course. Et j'étais sur le point de monter quand j'ai entendu mon nom. Pas avec tendresse, même pas de manière neutre, mais de façon froide et méprisante. Elle ne sait pas gérer les vraies choses, a dit papa. Elle est molle, juste du soutien en arrière-plan. Je suis resté figé derrière le mur de l'escalier. On ne peut pas lui donner le contrôle de l'entreprise, a répondu maman. Elle s'effondrerait sous la pression. Vanessa est le choix évident, a dit papa en hochant la tête. Elle n'est tout simplement pas fiable, pas assez futée. Vanessa a toujours compris la vision d'ensemble. Il disait ça comme si c'était déjà décidé, comme si j'étais un fardeau qu'ils avaient toléré poliment jusqu'à ce que Vanessa soit prête à prendre les rênes. Je n'ai pas pleuré. Je suis resté là en silence, à regarder les fissures dans le parquet sous mes pieds. Avant, elle craquait quand je courais dans la maison petite fille, quand je croyais qu'on m'aimait autant. Je suis monté, j'ai rangé les courses, accroché les vêtements nettoyés. Puis je me suis assise sur mon lit pendant des heures à regarder le mur. Ce soir-là, maman a posté une photo de famille sur Instagram. Encore un mensonge poli et soigné. Tenue assortie, sourire avec une légende disant « reconnaissante pour ces 3, mon cœur entier ». Je n'étais pas sur la photo. C'est moi qui ai pris la photo, comme d'habitude. Je croyais que ça ferait moins mal si je m'y attendais. Mais les entendre dire à voix haute que je ne comptais pas, que je ne faisais pas partie de la famille. Ça m'a fait plus mal que le silence. Ils ne faisaient pas que m'oublier. Ils étaient en train de me rayer de leur histoire. Cette nuit-là, j'ai ouvert le tiroir du bas. Dedans, il y avait une petite boîte en bois sculptée à la main, avec des charnières dorées usées. Ma grand-mère, Lorraine, me l'avait donnée quand j'ai eu 18 ans. Elle m'avait dit, quand tu sentiras que tu as perdu ta voix, ouvre cette boîte. Elle te rappellera qui tu es. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années. Dedans, il y avait de vieilles lettres. Son parfum flottait encore un peu sur le papier. Et une photo de nous 2 assises sur le porche, l'été avant sa mort. Elle portait toujours le même chapeau en paille. Et m'appelait, son feu silencieux. Mais caché sous les lettres. Soigneusement pliée dans une enveloppe bleu marine que je n'avais jamais vue avant, il y avait une note écrite de sa main. Dans son écriture cursive inimitable. Et là, si tu lis ceci, alors je suis probablement déjà parti. Mais j'ai besoin que tu saches, je t'ai vu. Chaque geste silencieux d'amour, chaque fois où tu as mis les autres avant toi. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force que peu de gens comprennent. Un jour, la vérité éclatera au grand jour, et quand ce jour viendra, je veux que tu sois prête. De tout mon cœur. Grand-mère Lorraine. J'ai lu la lettre 2 ou 3 fois. Puis je l'ai simplement serrée contre moi. Elle m'avait vu quand personne d'autre ne l'avait vraiment fait. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti folle de vouloir plus. Je ne me suis pas senti égoïste de me demander pourquoi je devais toujours me faire petite pour que les autres brillent. La voix de ma grand-mère résonnait dans ma tête cette nuit-là alors que je restais allongé à regarder le plafond. Un jour, la vérité éclatera au grand jour. Je ne savais pas encore ce que ça voulait dire, mais je n'allais pas tarder à le découvrir. Et quand ce moment arriverait, ce ne serait pas juste une lumière. Ça ferait tout exploser. Le grenier a toujours senti le cèdre et la poussière. C'était le seul endroit de la maison que ma mère n'avait pas contrôlé avec sa manie de la décoration. Là-haut, les choses étaient justes, laissées tranquilles, oubliées, comme moi. Tout a commencé par une ampoule à changer dans le couloir du haut. C'est ce que maman avait dit. Et là, tu pourrais vérifier la lampe? Je crois qu'elle clignote encore. Pas de « s'il te plaît », pas de « merci ». Juste une corvée transmise comme un témoin dans une course de relais que personne d'autre ne voulait courir. En cherchant le tabouret, j'ai remarqué une vieille malle cachée derrière les manteaux d'hiver dans le placard du couloir.
Cela faisait des années que je n'avais pas vu cette malle. Quelque chose en elle m'a arrêté net. Elle appartenait à grand-mère Lorraine. Elle avait emménagé chez nous brièvement après son AVC. La malle était venue avec elle, toujours fermée, toujours un peu hors d'atteinte. Après sa mort, elle avait disparu dans le grenier. Comme tant de choses liées à elle, on n'en avait plus jamais parlé. Je l'ai sortie avec précaution, mon cœur battait plus fort que ce que je voulais admettre. Le loquet s'est ouvert avec un son à la fois familier et définitif. À l'intérieur, tout était exactement comme je m'en souvenais, ordonné, réfléchi et plein de sens. Il y avait un châle bleu qu'elle portait toujours le soir, un journal en cuir craquelé, un médaillon en argent avec une photo de moi bébé à l'intérieur. Je me suis assise par terre et j'ai laissé les souvenirs m'envahir. Son rire, son fredonnement pendant qu'elle tricotait, l'odeur de camomille et de cannelle dans son thé. Et puis je l'ai vu, un dossier scellé avec mon nom écrit sur la languette, de son écriture. Mon nom complet. Pas, ma chérie, ni, petite, ni, assistante. Juste Ella Monroe, comme si elle parlait directement à l'adulte que j'étais en train de devenir. Je l'ai ouvert lentement. La première page était une copie notariée de son dernier testament mis à jour, pas celui que maman et papa mentionnaient toujours, la version qui laissait tout à la famille. Celui-ci était différent, plus récent, et très clair. À Ella Monroe, je lègue 51% de la propriété de Monroe & Company. Le portefeuille de biens locatifs à Cambridge, mon fonds d'investissement personnel. Auparavant détenu conjointement avec Richard Monroe, le fonds fiduciaire. 67 à contenant $200 000 américains. J'ai cligné des yeux, je l'ai relu. Ma grand-mère m'avait fait héritière principale. Pas Vanessa, pas la famille, moi. Derrière le testament, il y avait une lettre dactylographiée adressée à un certain Garrett de Langley. Quelqu'un que je ne connaissais pas encore. Elle y parlait de garantir ma protection et de protocole de secours au cas où la famille essaierait de supprimer mes droits. Mes doigts tremblaient. J'ai regardé autour du grenier, comme si j'attendais que quelqu'un entre et m'accuse de voler, mais il n'y avait que le silence. Juste le bruit d'un vieux ventilateur qui bourdonnait à travers le mur et le craquement occasionnel de la maison qui bougeait autour de moi. J'aurais dû me sentir triomphante, en colère, pleine de pouvoir, mais ce que j'ai ressenti à ce moment-là était plus profond. Quelque chose que je ne m'étais pas permis de ressentir depuis des années, la foi. Quelqu'un avait cru en moi, vraiment. Profondément et sans condition. Grand-mère Lorraine avait vu à travers le chaos, le favoritisme, les lignes invisibles tracées dans notre famille. Elle avait vu ce que j'avais construit. Ce que j'avais supporté, ce que j'avais sacrifié, et au lieu de le rejeter comme tout le monde. Elle l'avait honoré. Les larmes ont coulé, non pas de tristesse, mais d'un soulagement silencieux. Du genre de soulagement qu'on ressent quand le monde te rend enfin une vérité que tu connaissais depuis toujours. Je n'étais pas folle, pas remplaçable, je n'avais jamais été invisible pour elle. Et maintenant, j'en avais la preuve, pas seulement par des mots, mais par un héritage. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Le grenier semblait être un autre monde, comme si j'étais sorti de la version de la réalité soigneusement construite par mes parents, et que j'étais entré dans quelque chose de plus vrai, quelque chose qui m'appartenait. J'ai gardé le dossier avec moi. Glissé sous mon matelas comme un secret que je n'étais pas encore prête à dire à voix haute. Mais le nom résonnait dans ma tête comme une mélodie que je n'avais pas entendue depuis des années. Garrett Langley. Ça sonnait comme un nom de série juridique. Sérieux, britannique, peut-être. Je ne savais pas qui c'était, mais si grand-mère Lorraine lui avait confié quelque chose d'aussi important que ses dernières volontés. Je devais le trouver. Le lendemain matin, j'ai attendu que papa et Vanessa partent à une réunion et que maman soit à son cours de pilates. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches. Ça n'a pas pris longtemps. Garrett Langley était associé principal dans un cabinet d'avocats spécialisé du centre-ville. Spécialisé dans les fiducies, les successions, ironiquement la médiation familiale. Sa photo de profil montrait un homme d'environ 60 ans avec des yeux gentils et un léger sourire complice. Je suis resté un moment à regarder l'écran avant de composer le numéro. Une femme a répondu à la deuxième sonnerie. Langley Pierce. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, ai-je dit. Je m'appelle Ella Monroe. Je crois que monsieur Langley s'est occupé de l'héritage de ma grand-mère, Lorraine Monroe. J'ai trouvé une lettre qu'elle lui a écrite et je me demandais si je pouvais lui parler directement. Il y a eu une pause.
Puis elle a dit, un instant, s'il vous plaît. Mon cœur s'est accéléré. Mes mains étaient glacées. Après ce qui m'a semblé être des heures, une voix chaude et posée s'est fait entendre au bout du fil. Mademoiselle Monroe, a-t-il dit, j'attendais votre appel. Je ne savais pas quoi dire. J'ai dû rester silencieuse trop longtemps, car il a ri doucement. Votre grand-mère avait un sens très aigu du bon moment, a-t-il poursuivi. Là elle m'a dit que vous viendriez vers moi quand vous seriez prête. Je suppose que vous avez lu l'annexe. Oui, ai-je murmuré. Je ne savais même pas que ça existait jusqu'à hier. Il y a beaucoup de choses que votre famille ne voulait pas que vous sachiez, dit-il, calme mais ferme. Mais Lorraine a veillé à ce que vous soyez protégé. Tout dans ce testament est légalement valide, et votre accès à la fiducie et aux parts de l'entreprise peut être activé à tout moment. Attendez, ai-je dit. Vous voulez dire, maintenant? Oui, a-t-il répondu. Si vous le souhaitez. Ou vous pouvez attendre. Mais sachez que tout cela vous appartient. J'ai raccroché, je me suis allongé et j'ai laissé les mots résonner dans ma tête. Ça t'appartient. Tout ça. Pendant des années. Il m'avait fait sentir comme une squatteuse dans ma propre maison, comme si je devais mériter chaque miette de gentillesse, chaque geste d'approbation. Et maintenant, voilà qu'un inconnu, quelqu'un qui ne m'avait jamais rencontré, me disait que je possédais plus de l'héritage familial que ceux qui avaient passé leur vie à m'en effacer. Je n'étais pas prête à débarquer et tout revendiquer, mais je n'allais plus faire semblant non plus. Cet après-midi-là, je suis passé en voiture devant Monroe & Company, l'entreprise que papa avait construite avec son sang et son ego. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai observé Vanessa sortir, marchant fièrement sur ses talons, parlant au téléphone. Riant comme si le monde lui appartenait. Elle ne le savait pas encore. Aucun d'eux ne le savait. Mais l'équilibre avait changé. Je n'étais pas la servante, pas l'ombre, j'étais l'héritière légitime, et j'avais un nom qu'il ne pouvait pas effacer. Quelque chose a changé en moi après cet appel avec Garrett Langlais. Ce n'était pas bruyant ni dramatique. C'était silencieux, comme le son que fait une porte quand elle se referme enfin. Derrière toi. Je n'ai pas crié. Je n'ai confronté personne. J'ai planifié. Pour la première fois depuis des années, je me suis autorisé à prendre du recul et à vraiment voir les gens autour de moi. Pas avec le filtre doux de l'espoir, mais avec clarté. Et ce que j'ai vu m'a mise en colère. Vanessa, par exemple, se pavanait dans notre maison comme une reine. Mais j'ai commencé à remarquer les colis. Tant de chaussures de luxe, des sacs personnalisés. Des meubles inutiles pour un appartement où elle restait à peine. Au début, je pensais que c'était juste des dépenses impulsives. Mais ensuite je me suis souvenu de la facture de carte de crédit de l'entreprise que j'avais classée le mois dernier. Les achats correspondaient trop bien. J'ai commencé à tenir des registres en silence, avec soin. Chaque fois que Vanessa passait une commande, je vérifiais les reçus. Si elle utilisait la carte de l'entreprise pour une autre paire de bottes en édition limitée, je faisais une capture d'écran. Je notais les dates, les fournisseurs, les montants. Je ne faisais pas que recueillir des preuves. Je construisais un dossier. Papa, de son côté, avait récemment restructuré des parties de l'entreprise. Selon ses mots, c'était pour optimiser les opérations. Mais je me souvenais avoir entendu parler d'un deuxième compte bancaire à l'étranger en passant un soir. Près de son bureau à la maison. Alors j'ai commencé à observer. Il laissait des papiers traîner comme des miettes de pain, en supposant, comme toujours, que personne n'aurait l'idée de suivre la piste. Moi, je l'ai fait, et ce que j'ai trouvé n'était pas seulement immoral, c'était illégal. Il avait détourné de l'argent de Monroe & Company vers une société écran privée avec un faux nom. J'ai copié tout ce que j'ai pu, je l'ai scanné, archivé, sauvegardé sur plusieurs disques. Au cas où. Et maman? C'était la plus facile à décrypter. Elle avait aussi ses secrets, bien sûr, une deuxième maison à son nom dans le nord de l'État. Achetée discrètement à travers un fonds d'investissement immobilier que la famille ne savait même pas qu'elle possédait. J'ai trouvé l'acte de propriété caché dans une pile de cartes de Noël jamais envoyées. Pour une femme obsédée par l'image, elle n'était vraiment pas douée pour cacher la vérité. Chaque fois que je découvrais quelque chose, je ne me sentais pas victorieuse. J'étais triste, parce que ça confirmait ce que
Je redoutais depuis des années. Ce n'était pas une famille, c'était une mise en scène. Et on m'avait donné le rôle de machiniste. Pendant qu'ils jouaient les rôles principaux, récoltant les applaudissements pour une vie bâtie sur des apparences, c'était moi qui tenais le rideau en coulisses. Mais plus maintenant. J'ai ouvert un compte bancaire personnel à mon nom, j'y ai transféré mes modestes économies, et j'ai envoyé un mail à Gary's pour lui demander de lancer la procédure d'accès au fonds fiduciaire, mais de le garder secret. Pour l'instant. Il a accepté. La discrétion fait partie du métier, a-t-il dit. Lorraine a été très claire, tu bouges quand tu es prête. Je ne l'étais pas encore. Mais je m'en rapprochais. J'ai commencé à m'habiller différemment, plus structuré, plus intentionnel, moins invisible. Je me suis même coupé les cheveux, pas pour eux. Mais pour moi. Pour marquer le changement. Pour me rappeler que ce changement n'était plus pour un jour. Je n'attendais plus de reconnaissance. Je me préparais à l'exposition. Il ne se doutait de rien. Et c'était le but. Qu'il continue à faire semblant, qu'il rit au brunch, qu'il se vende sur Instagram de notre unité familiale. Parce que bientôt, très bientôt, la vérité aurait son moment. Et quand ce moment viendrait, je n'hausserais pas le ton. Je lèverais le rideau. La maison ne m'avait jamais paru aussi petite. Peut-être que c'était moi. Peut-être que c'était le poids de tout ce que je savais maintenant qui pressait contre les murs. Ou peut-être que, pour la première fois, je voyais enfin les choses sans le filtre de la loyauté. C'était un mardi quand Vanessa est entrée en trombe par la porte d'entrée, ses lunettes de soleil sur le nez, parlant fort sur haut-parleur d'un week-end au spa qu'elle planifiait avec des amis. Elle est passée juste à côté de moi dans la cuisine. Elle ne s'est même pas arrêtée. Elle a simplement jeté son sac sur le plan de travail et a demandé « Est-ce que les factures ont été payées ?» Je t'ai envoyé un mail hier soir. Pas de bonjour, pas de « Comment tu vas ?» Juste l'hypothèse que je travaillais toujours pour elle, pour eux tous. J'ai souri poliment. J'ai dit que j'allais vérifier. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'était « de rien pour tout ». Les rapports du soir pour papa, les listes de vérification que j'ai faites pour les événements de collecte de fonds de Vanessa qu'elle n'a jamais organisés elle-même. Les fois où j'ai intercepté des mails furieux de fournisseurs que maman avait oublié de rappeler. Je voulais tout dire, mais je ne l'ai pas fait. Parce que quelque chose de plus profond que la colère avait commencé à grandir en moi, la détermination. Ce soir-là, je suis sorti marcher sans écouteurs, juste le bruit du gravier sous mes chaussures et l'air frais du soir remplissant mes poumons. Je suis passé devant l'école primaire où j'étais enfant. La même balançoire était toujours dans le coin de la cour de récréation. Usée, mais solide. C'est comme ça que je me sentais, usé, mais toujours debout. Je me suis assise sur le même banc du parc où grand-mère Lorraine m'attendait après l'école. Je me suis souvenu de la façon dont elle croisait les mains sur ses genoux, en fredonnant doucement. Jamais pressée. Quand je lui ai demandé une fois pourquoi elle ne semblait jamais en colère comme les autres adultes, elle m'avait répondu, parce que la colère fait perdre du temps, ma chérie, et je préfère passer le mien à remarquer les choses. C'était la seule personne qui m'avait vraiment remarqué. Même maintenant, des années après sa mort, elle le faisait encore. À travers chaque mot qu'elle avait laissé, à travers le testament, à travers Gary's. Ce genre d'amour ne disparaît pas. Il se multiplie, il t'ancre. Et ce soir-là, sur le banc, quelque chose a cliqué. Je n'avais plus besoin d'être vu, parce que je me voyais enfin moi-même. Pas comme l'assistante, pas comme le vide entre leurs vies bruyantes, mais comme quelqu'un avec du fond, avec des preuves, avec du pouvoir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai écrit une seule phrase dans mon application de notes, je n'attends plus d'être choisi. Ça semblait petit à l'écran, mais ça résonnait fort dans ma poitrine. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, pas pour faire du café ou des œufs, mais pour rédiger un email. Il était adressé à Gary's. Objet, je suis prête. Je lui ai dit de commencer le processus légal. Pour transférer les actifs discrètement, mais officiellement. J'ai joint des copies scannées de tout ce que j'avais découvert. Les comptes secrets de papa, les relevés de cartes pro de Vanessa. L'acte de propriété au nom de maman, tout était soigneusement classé.
Daté et sauvegardé. Sa réponse est arrivée moins d'une heure plus tard. Compris. Nous procéderons selon votre demande. Et là, votre grand-mère serait fière. Ce message est resté dans ma boîte de réception comme une pierre au fond d'une rivière. Calme, inébranlable. J'ai fermé mon ordinateur et je me suis regardé dans le miroir de l'autre côté de la pièce. Pour une fois, je n'ai pas vu la fille qui espérait être aimée. J'ai vu une femme qui se préparait pour la guerre pas avec colère, mais avec précision. Parce que le silence le plus dangereux n'est pas celui qui se cache. C'est celui qui s'accumule et frappe ensuite. Tout a commencé par une invitation à dîner. Rien. De chic, pas de fête, pas d'anniversaire, pas de célébration forcée, juste une soirée tranquille, un mardi. Je leur ai dit que je voulais cuisiner. J'ai dit que j'étais nostalgique du temps en famille, et que je pensais que ce serait agréable de s'asseoir tous ensemble. Juste nous quatre. Personne n'a suspecté quoi que ce soit. Maman a répondu avec un emoji cœur. Papa a envoyé un pouce levé. Vanessa a écrit, tant que ce n'est pas ce truc chelou aux lentilles que t'as fait la dernière fois. J'ai souri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que je l'avais exactement où je la voulais. Détendue, confiante, inconsciente. Les jours avant le dîner étaient remplis d'un étrange calme. En apparence, tout semblait normal. Papa hurlait au téléphone sur les marges de profit. Maman a réorganisé son étagère à épices pour la 3e fois du mois. Vanessa se vantait d'avoir été invitée à une soirée d'influenceurs à laquelle, en réalité, elle n'est jamais allée. Pendant ce temps, je préparais tout en arrière-plan mais pas seulement le repas. J'avais imprimé des documents, organisés dans des dossiers, un pour chacun. J'ai même utilisé des trombones dorés, parce que j'allais faire tomber l'illusion dans laquelle ils vivaient. Autant le faire avec style. J'ai mis la table comme maman l'aimait toujours. Serviettes pliées symétriquement, couverts bien brillants, verre à vin étincelant sous la lumière. Elle adorait la symétrie. Ça lui donnait l'impression que tout était sous contrôle. Le contrôle allait changer de main. Ce soir-là, ils sont arrivés un par un. Maman est entrée la première, en commentant à quel point la salle à manger semblait propre, comme si ce n'était pas la même pièce qu'elle traversait chaque matin. Papa l'a suivie, défaisant sa cravate. Demandant immédiatement, c'est quoi l'occasion? Vanessa est entrée la dernière, téléphone à la main, sans lever les yeux. J'ai servi du poulet rôti avec des pommes de terre au romarin. Et une salade que je savais qu'aucun d'eux ne toucherait. Peu importe. Le repas, c'était juste du théâtre. Ils ont eu une conversation banale, surtout entre eux. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai hoché la tête. J'ai souri. Je les ai laissés parler de choses sans importance. Un nouveau voisin, le prix de l'essence, la nouvelle routine beauté de Vanessa. Puis, juste au moment où papa atteignait son 2e verre de vin, j'ai dit, il y a quelque chose dont j'aimerais parler. Ils se sont figés. Même Vanessa a levé les yeux de son téléphone. J'ai glissé 3 dossiers sur la table, un pour chacun. J'ai fait quelques lectures, ai-je dit calmement. Écoutez bien. Papa a ouvert son dossier en premier. Son visage a changé immédiatement. Ses épaules se sont raides. Sa mâchoire s'est serrée. C'est quoi ça? A-t-il demandé, d'un ton tendu. La société écran aux îles Caïmans, ai-je dit. Celle que tu utilises pour transférer les bénéfices de Monroe & Compagnie. Page 3, il y a les virements bancaires. Maman ouvrit son dossier. Ses mains tremblaient légèrement. L'acte de propriété de la maison à Woodstag, poursuivis-je, acheté via une fiducie que personne dans cette famille ne savait même pas qu'elle existait, jusqu'à maintenant. Vanessa éclata de rire, un rire sec et nerveux. Tu es sérieuse, là, demanda-t-elle. On se croirait dans une mauvaise série télé. Je me suis tourné vers elle, la dernière. Et la carte de l'entreprise, dis-je. Tu l'as utilisée pour financer ton style de vie. J'ai retracé chaque dépense des 10 derniers mois, y compris le sac Birkin. Que tu prétendais être un cadeau d'une marque. Je me suis arrêté. La marque n'a rien envoyé. Je les ai appelés. Silence. Un vrai silence, lourd. Je les ai regardés chacun, et j'ai vu quelque chose de nouveau dans leurs yeux. Pas de la confusion, ni de l'indignation, de la peur.
Je me suis levé lentement. Pendant des années, vous m'avez fait me sentir petite, remplaçable, comme si j'avais de la chance d'être ici. Mais la vérité, c'est que rien de tout ça ne fonctionne sans moi. Ni l'entreprise, ni la maison, ni l'image que vous essayez si fort de protéger. Maman ouvrit la bouche pour parler, mais je levai la main. Je n'ai pas terminé. Papa me foudroya du regard. Vanessa avait l'air stupéfaite. Je ne suis pas ici pour des excuses, dis-je. Je suis ici pour vous faire savoir que le jeu est terminé. Je sortis une petite clé USB de ma poche et la posai au centre de la table. C'est une copie de tout. Y compris une vidéo que vous voudrez écouter avant de dire un mot de plus. Ils ne le savaient pas encore, mais ce qu'ils allaient entendre allait tout changer. Papa fut le premier à parler. Pas pour s'excuser, ni surpris et furieux. « Tu espionnes ta propre famille ?» cria-t-il, fouillant dans les papiers. « Tu fouilles dans des documents qui ne te regardent pas. C'est quoi ton problème ?» Je ne bronchais pas. Je le laissais crier. Maman, toujours la diplomate quand l'ambiance devenait tendue, attrapa son verre de vin et tenta de reprendre le contrôle. « N'exagérons pas, dit-elle calmement. C'est clairement un malentendu. Je la regardai droit dans les yeux. « Quelle partie est un malentendu ?» demandai-je. La société écran? La deuxième maison? Ou Vanessa volant dans l'entreprise pendant qu'on la félicite pour son esprit entrepreneurial? Vanessa ricana. C'est marrant, venant de toi, lança-t-elle. Tu as été jalouse de moi toute ta vie. Je poussai un soupir court. Pas tout à fait un rire. Jalouse de quoi? Demandai-je. De ne jamais avoir à rendre de compte pour quoi que ce soit? D'obtenir le mérite pour le travail que moi j'ai fait? D'être chouchouté par 2 parents. Tellement obsédé par ton image qu'ils n'ont jamais remarqué que le reste de la maison brûlait? Son visage rougit, mais elle ne dit rien. Papa frappa la table de la main. Mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Cette famille, cette entreprise, je l'ai bâtie à la sueur de mon front. Tu n'aurais rien sans moi. Je le regardai droit dans les yeux. Calme. Ferme. Je le sais très bien. Et je sais aussi que c'est grand-mère Lorraine qui t'a donné ton premier prêt. C'est elle qui s'est portée garante pour toi quand la banque a dit non. Elle croyait en ta vision, et en retour tu as passé des années à effacer la sienne. Sa mâchoire se contracta. Je n'ai rien effacé, grogna-t-il. Elle ne t'a pas laissé l'entreprise, dis-je. Elle me l'a laissé à moi. Un moment de silence total s'installa autour de la table. Aucune fourchette ne bougea. Aucun soupir ne s'échappa. Maman brisa le silence. Sa voix était glaciale. Tu crois qu'un bout de papier te rend plus légitime? Lorraine était confuse vers la fin. Elle était trop émotive. Non, dis-je. Elle était lucide. Et elle en avait marre de vous voir tous faire semblant que je ne comptais pas. Vanessa leva les yeux au ciel. Oh, mon Dieu. Et là, ta petite croisade est pathétique. Tu crois que révéler les secrets de tout le monde va te faire briller? Je me penchai en avant. Pas pour l'intimider, mais pour qu'on m'entende bien. Je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Je fais juste ressortir ce qui existe déjà. Je repris la clé USB. Et la levai bien en vue. Ça, dis-je, c'est sa voix. Son dernier message. Non modifié. Indéniable. Papa secoua la tête, avec mépris. On n'écoutera pas ton numéro de cirque. Je crois que si, répondit une nouvelle voix depuis la porte. On se retourna tous. Gare l'anglais se tenait là, en costume gris, calme, impassible. Je lui avais demandé d'attendre dehors jusqu'à mon signal, mais clairement il avait entendu assez. Il entra lentement, posa un petit haut-parleur sur la table et appuya sur « Lecture ». La voix de grand-mère Lorraine emplit la pièce tremblante, mais forte. Si elle entend ceci, alors ils ont fait ce que je craignais. Ils l'ont trop souvent mise de côté. Ils lui ont dit qu'elle était moins que rien, invisible, indigne. Mais permettez-moi d'être clair. Elle est la seule. Qui ait jamais demandé ce qui était le mieux pour cette famille, pas seulement pour elle-même. Le silence qui suivit fut différent. Ce n'était plus tendu, c'était définitif. J'ai vu comment vous fonctionnez, poursuivit sa voix.
Et j'ai choisi en qui je fais confiance. Pas par sentiment, mais par vérité. Et là, ceci t'appartient désormais. Ils ne peuvent pas te le prendre. Quand l'enregistrement prit fin, personne ne dit un mot. Je les ai regardés un à un, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant, la défaite. Pas parce que j'avais crié plus fort, ni joué plus salement, mais parce que pour une fois, ils ne pouvaient pas mentir pour s'en sortir. Et la vérité avait une voix plus forte que la leur. Personne ne bougea, pas un battement, pas un soupir. Garys s'avança et sortit calmement un deuxième dossier de sa mallette. Il était épais, bien organisé, entouré d'un ruban rouge. Je lui avais demandé d'apporter des copies au cas où quelqu'un tenterait le coup du « tu as tout inventé ». Commençons par la mauvaise gestion financière, dit-il d'une voix douce mais tranchante. Monsieur Monroe, nous avons tracé plus de 600 000 $ détournés vers un compte étranger sur les 3 dernières années. Tout est lié au fonds opérationnel général de Monroe. Papa se laissa tomber dans sa chaise, les bras croisés, la bouche serrée. C'est une affaire de famille privée, grogna-t-il. Garys ne cligna même pas des yeux. C'est une affaire de fraude d'entreprise, monsieur. Et au moment où elle prendra sa place légitime comme actionnaire majoritaire, cette protection disparaît. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. Ah attends, quoi? Je me tournai vers elle. Tu ne savais pas? Dis-je. Grand-mère m'a désigné actionnaire majoritaire. Les 51% sont déjà enregistrés. Garys acquiesça. Elle avait l'air d'avoir reçu une gifle. Tu mens? Non, intervint Garys. Elle ne ment pas. Je laissai le silence s'installer, puis je repris. Je sortis une tablette et la tournai vers Vanessa. Capture d'écran. Des dizaines. Chaque achat en ligne, chaque transaction douteuse. Voyage, week-end au spa, sac de luxe, dîner entre amis. Des box d'abonnement qu'elle avait déclarées comme des cadeaux pour des clients. Tout ça, dis-je, a été payé avec la carte de l'entreprise. La même carte que papa m'a dit être réservée uniquement aux besoins professionnels. Vanessa secoua la tête, sa voix soudainement aiguë et tremblante. Ce n'est pas juste. Tu ne comprends pas la pression que j'ai. L'image, c'est tout quand on représente la marque. Non, dis-je. L'intégrité, c'est tout quand on représente une entreprise. Sa lèvre trembla. Elle regarda maman pour chercher du soutien, mais maman n'osa même pas croiser son regard. Car maman aussi allait faire face à sa propre tempête. Je me suis tourné vers elle en dernier. J'ai trouvé l'acte de propriété, au fait, dis-je. La maison du nord de l'État, enfouie dans une pile de vieilles cartes de Noël. Maman se figea. Je ne vois pas de quoi tu parles, dit-elle vite. Mais sa voix avait une faille. Tu l'as acheté via une société à responsabilité limitée que tu as créée 6 mois après la mort de grand-mère. L'hypothèque est payée via un compte lié au budget marketing trimestriel de Monroe & Company. Tu as appelé ça frais de retraite. Ses yeux se plissèrent. Cette maison était un investissement, dit-elle sèchement. Je ne répondis pas. C'était un secret. Et pire encore, un secret financé avec de l'argent qui ne t'appartenait pas. Papa se leva brusquement, poussant sa chaise en arrière. Ça suffit maintenant. Aboya-t-il. Tu crois que tu peux arriver ici avec tes dossiers et ton avocat et prendre le contrôle de cette famille? Moi aussi je me levai. Je ne veux pas le contrôle de cette famille, dis-je. Je veux la vérité. Je veux ce qui m'appartient, ce que grand-mère a veillé à ce que vous ne puissiez pas voler. Vanessa marmonna quelque chose à voix basse. Maman se pressa les tempes du bout des doigts, comme si le mal de tête de sa vie venait juste de commencer. Je les regardais tous. Mon père, qui valorisait le pouvoir plus que les gens. Ma mère, pour qui les apparences comptaient plus que l'honnêteté. Ma sœur, qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie, mais qui recevait des applaudissements juste pour exister. J'avais passé des années à essayer de gagner leur respect. Maintenant, je n'en avais plus besoin, car ils savaient enfin ce que je savais depuis le début, je n'ai jamais été la faible. C'était moi qui avais les preuves. Papa faisait maintenant les 100 pas. Ses pas étaient brusques, sa respiration saccadée. On aurait presque pu entendre les engrenages grincer dans sa tête, en train de calculer les dégâts, répéter des démentis,
réécrire l'histoire en temps réel. Le classique Martin Monroe. Tu as tout mal interprété, dit-il d'une voix haletante. Ses comptes à l'étranger faisaient partie d'un plan de diversification. Des risques? Tu ne comprends rien à ce genre de choses. Je le regardais droit dans les yeux. Non, papa. Ce que je ne comprenais pas, jusqu'à maintenant, c'est jusqu'où tu étais prêt à aller pour protéger ton ego. Il m'ignora. Il se tourna vers Gary's. Et toi, cracha-t-il. Tu es devenu sa petite marionnette maintenant? Tu vas la laisser démolir. Tout ce qu'on a construit pour quelques papiers et les divagations sentimentales d'une femme morte? Gary's resta calme, posé. Monsieur Monroe, ce que votre mère a laissé derrière elle est plus qu'un geste sentimental. C'est juridiquement valable. Et elle n'est plus juste la fille, c'est l'actionnaire majoritaire. À partir de maintenant, elle a tous les droits pour prendre le contrôle total. Papa ouvrit la bouche pour répliquer, mais maman le devança. Tu ne peux pas faire ça, dit-elle d'une voix glaciale. Tu vas tout détruire. L'image de la famille, la réputation de l'entreprise, tout ce pourquoi on a travaillé. Je me tournai vers elle. Tu parles de tout ce que tu as construit en faisant semblant que je n'existais pas? Vanessa ricana, les bras croisés. C'est pathétique. Tu crois que sortir les secrets de tout le monde va te faire mieux paraître? Tu as juste l'air mesquine, comme une vieille fille. Aigrie et rancunière. Je souris. Je n'ai pas besoin d'avoir l'air mieux. J'ai juste besoin que la vérité parle plus fort que la manipulation. Vanessa se pencha vers moi avec du venin dans la voix. Tu veux savoir ce que je pense? Je pense que grand-mère t'a laissé ces choses parce qu'elle avait pitié de toi. Elle savait que tu ne survivrais pas dans le vrai monde sans filet de sécurité. Gary haussa un sourcil, mais je n'eus pas besoin qu'il me défende. Je fis un pas en avant. Non, Vanessa. Elle me les a laissés parce que j'étais la seule dans cette famille à ne pas prendre sans jamais donner en retour. Celle qui ne mentait pas, ne se cachait pas, ne manipulait pas. Celle qui était présente, même quand personne ne le demandait. Maman essaya encore une fois, cette fois avec sa voix la plus douce, celle qu'elle utilisait avec les invités ou les clients. Et là, ma chérie, prenons un peu de recul. Peut-être qu'il y a une manière de régler ça. En silence. Pas besoin d'avocat, ni de presse, ni de scandale public. Voilà. Ce n'était pas moi qu'elle avait peur de perdre, mais l'illusion. Je secouai la tête. Tu n'as pas eu peur quand tu m'as découpé des photos. Quand tu disais aux invités que tu n'avais qu'une seule fille. Quand tu laissais Vanessa prendre le crédit pour les rapports que j'avais écrits. Les événements que j'avais organisés ou les accords que j'avais conclus. Son sourire se fissura. Papa arrêta enfin de marcher. Et maintenant, demanda-t-il. Tu gardes l'entreprise. Tu nous vires? Tu nous remplaces par des étrangers? Je regardai autour de la pièce. C'est vous qui m'avez remplacé, dis-je. Il y a des années. Je fais juste rendre l'appareil avec des faits. Il me fixa longuement. Pas comme une fille, ni même comme une adversaire, mais comme une menace. C'est moi qui ai construit ce nom, dit-il. Tu crois que tu peux le porter mieux que moi? Non, répondis-je doucement. Je ne veux pas le porter. Je veux le nettoyer. Vanessa se leva brusquement en frappant sa serviette. C'est de la folie. Tu vas le regretter, et là. Personne ne trahit sa propre famille et s'en sort comme ça. Gary se leva aussi, rassemblant ses documents. Mais elle ne trahit pas sa famille, dit-il. Elle protège l'héritage que sa grand-mère lui a confié. Il y a une différence. Je les observais, mes parents et ma sœur. En train de faire face à la sensation nouvelle de perdre le contrôle. Pas parce que j'avais crié, mais parce que j'avais enfin arrêté de demander une place à leur table et que j'avais construit la mienne. La pièce était tombée dans un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas paisible. Pas résolu. Juste stupéfait. Le genre de calme qui précède une tempête, quand tout le monde se rend compte qu'il n'y a plus où se cacher. Gar plongea la main dans sa mallette. Il sortit à nouveau un petit appareil et le posa au centre de la table. Il ne regarda personne en appuyant sur « Lecture ». Et là, elle était. La voix de grand-mère Lorraine.
Nous nous figeâmes tous. Elle était rauque, plus âgée, empreinte de fatigue, mais ferme, claire, comme si elle avait attendu ce moment précis. Et si vous écoutez ceci, commença-t-elle, alors mon temps est terminé. Et le vôtre aussi. Je levai les yeux. Les bras de mon père étaient croisés sur sa poitrine, mais ses doigts tambourinaient sur sa manche. Maman fixait la table comme si elle pouvait y percer un trou avec les yeux. Vanessa avait à moitié sorti son téléphone de son sac, figé au milieu d'un geste. « Je sais ce que vous avez fait, » poursuivit Lorraine. « Et ce que vous n'avez pas fait. J'ai vu mon fils devenir un homme qui valorisait le pouvoir plus que les gens. Une belle fille plus intéressée par les miroirs que par les souvenirs. Et une petite fille tellement obsédée par l'attention qu'elle a oublié le sens de l'effort. » Papa expira bruyamment par le nez. Je vis le rouge monter dans son cou. Et pourtant, la voix continua. J'ai attendu. J'ai espéré que vous verriez là pour ce qu'elle était. Mais année après année, je vous ai vu l'effacer. Pas avec cruauté. Pire, avec indifférence. Et je ne permettrai pas que cette famille soit bâtie sur le dos de ceux qu'on prétend qu'ils ne comptent pas. Vanessa murmura, elle t'a toujours préféré à moi. Je ne me suis pas tourné vers elle. Je n'en avais pas besoin, parce que grand-mère continua de parler. Elle prononça mon prénom, et ça tomba comme une main sur mon épaule. Si tu as trouvé ceci, alors tu as trouvé ce que j'ai laissé pour toi. Je t'ai choisi non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es honnête. Parce que tu es la même quand personne ne te remercie. Parce que tu fais ce qu'il faut, même quand c'est plus facile de rester silencieuse. Les larmes que je ne voulais pas verser menaçaient de monter, mais je les retins. Pas parce que je n'étais pas ému, mais parce que je devais finir ça debout. Tu n'es pas ici pour les punir, dit grand-mère. Tu es ici pour briser le cycle. Pour reconstruire ce qu'ils ont brisé. Elle fit une pause, puis ajouta quelque chose que personne n'attendait. Et à tous ceux qui écoutent ceci, qu'on soit clair. Et là est le futur de cette famille. Et si vous ne pouvez pas suivre sa direction, alors vous n'avez pas votre place dans l'héritage que j'ai passé ma vie à bâtir. L'enregistrement s'arrêta. Le silence revint, mais ce n'était plus le silence de la résistance. C'était le silence du jugement. Papa se leva lentement. Sa bouche s'ouvrit, comme s'il allait dire quelque chose, puis se referma. Il ressemblait à un homme qui venait de comprendre que le sol sous ses pieds n'était pas du béton mais de la glace, et qu'elle était en train de craquer. Maman prit son verre de vin, mais ne but pas. Ses yeux étaient humides, mais... Elle cligna plusieurs fois pour repousser l'émotion comme si ce n'était qu'une gêne. Vanessa fut la seule à réagir comme une tempête. « C'est ridicule !» cria-t-elle. Elle était sénile, elle était confuse. Tout le monde agit comme si c'était une sainte, mais elle ne comprenait rien. Aux affaires. Elle ne nous comprenait pas. Je me tournai vers elle, ferme. Elle a compris assez de choses pour te laisser de côté. Cela la fit taire. Garys commença à rassembler ses affaires. Je crois qu'on en a fini ici, dit-il. En me regardant pour confirmation. Je hochai la tête une fois, puis je regardai autour d'eux. La table une dernière fois. Mon père, sans voix. Ma mère, diminuée. Ma sœur, furieuse. Et moi, toujours debout. Pour la première fois de ma vie. Je n'essayais pas de gagner ma place. Je l'avais réclamée. Et plus encore, je l'avais protégée. Pas seulement pour moi, mais pour cette partie de la famille qui comptait encore. La partie qui ne figurait jamais sur les photos, mais qui avait bâti les fondations malgré tout. Le tribunal était plus froid que ce à quoi je m'attendais. Pas par la température, mais par l'atmosphère. Sol brillant. Lumière crue. Tout résonnait, chaque pas sonnait comme un roulement de tambour. Pas de musique, pas de filtre, pas de sourire posé, juste la réalité, tranchante, qui attendait. Je suis entré en première avec Garys. Je portais un costume bleu marine, simple et épuré. Aucun bijou, sauf le médaillon que grand-mère m'avait laissé, caché sous mon chemisier. Ce n'était pas pour faire joli. C'était une armure. La famille Monroe est arrivée 15 minutes plus tard. Vanessa était habillée tout en blanc, comme si ça pouvait la faire paraître innocente. Maman portait une robe beige moulante et des lunettes de soleil, même si on était à l'intérieur. Papa, comme prévu,
est entré le menton levé, avec son avocat encore plus droit que lui. Ils ne m'ont pas regardé une seule fois. On s'est assis de chaque côté de la salle. 2 tables, 2 versions de l'histoire, mais une seule vérité. La juge est entrée. C'était une femme âgée avec les cheveux gris argentés et des yeux qui avaient clairement tout vu. Elle a ajusté ses lunettes et parcouru le dossier devant elle, comme si ce n'était pas la première fois qu'une famille essayait de se déchirer dans sa salle d'audience. Et alors, on a commencé. Gary's a ouvert la séance avec une précision calme. Il a présenté le testament mis à jour, détaillé le transfert des actions, expliqué l'existence du fonds fiduciaire, et montré comment tous les documents financiers étaient vérifiés et horodatés, prouvant clairement ma position légale. Quand il a terminé, il a reculé sans aucun effet théâtral. L'avocat de papa s'est levé. Il s'est lancé dans une performance que j'avais vu répéter à notre table à manger pendant des années. Un discours sur les émotions mal comprises, la capacité mentale soi-disant fragile, et les malentendus familiaux. Il a parlé de moi comme d'une fille confuse, motivée par l'amertume et la jalousie. Je n'ai pas bougé. Je l'ai laissé parler, car aucune mise en scène ne pouvait changer ce qui était déjà enregistré. Notarié, appuyé par des relevés bancaires, des traces écrites. Et un enregistrement où la voix de grand-mère était claire. Puis vint mon tour. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au devant de la salle et j'ai dit la vérité. Pas seulement la vérité légale, la vérité émotionnelle. J'ai parlé d'années d'invisibilité, de ces petites blessures qui ne saignent pas, mais ne guérissent jamais, d'avoir été utilisées, puis effacées. J'ai montré les preuves réelles et émotionnelles, les copies des transactions, les captures d'écran des emails. Les événements que j'avais organisés sans jamais recevoir de reconnaissance. Je n'ai pas pleuré, pas parce que je n'étais pas touché, mais parce que je ne leur devais plus ma douleur. De l'autre côté de la salle, Vanessa murmurait furieusement à l'oreille de son avocat. Maman jouait avec son collier, les yeux inquiets. Papa fixait droit devant lui comme s'il pensait qu'en me regardant avec colère, il pouvait détruire tout ce que j'avais construit. Il ne le pouvait pas, parce que cette fois, je n'étais pas une invitée dans ma propre histoire. J'étais l'autrice, et la juge lisait chaque page. Quand je suis revenu à ma place, Gareth s'est penché vers moi. « Tu as déjà gagné » a-t-il chuchoté. « Maintenant, il faut juste attendre qu'il rattrape. » La juge a demandé la présentation des preuves. Gary s'est levé, toujours aussi calme, et a remis au greffier 3 dossiers étiquetés, indexés, codés par couleur. C'était le genre d'organisation silencieuse qui ne criait pas pour attirer l'attention, mais exigeait le respect. La première preuve était le testament révisé, signé, daté, témoigné et notarié. Il me nommait, moi, Ella, comme l'héritière principale avec 51% de Monroe Company. Plusieurs biens immobiliers, et le fonds fiduciaire que ma grand-mère avait créé spécialement pour me protéger. La deuxième était un audit financier approfondi. Des transferts bancaires de Monroe Company vers un compte privé à l'étranger, lié à un alias utilisé par mon père, une société à responsabilité limitée enregistrée dans le Delaware. Caché sous des couches de structures juridiques, mais finalement traçables. La troisième était un tableau Excel. Mon tableau. Il détaillait chaque dépense sur la carte bancaire de l'entreprise utilisée par Vanessa pour ses achats personnels, spa de luxe, vêtements de créateur, un tour en hélicoptère au-dessus de la Napa Valley. Tout cela enregistré sous au développement client. La salle était silencieuse, à part le bruissement du papier et une toux occasionnelle. Vanessa se recroquevillait sur sa chaise, les bras croisés comme un bouclier. La mâchoire de papa se contractait un peu plus à chaque nouveau document. Quant à maman, elle ne faisait même plus semblant d'être sereine. Elle fixait la table comme si elle pouvait s'ouvrir et l'engloutir. Puis vint le moment pour lequel je m'étais préparé. Gary appuya de nouveau sur « lecture » sur l'enceinte. La voix de grand-mère remplit la salle, mais cette fois, ce n'était pas juste une lettre. C'était une déclaration de confiance. « Si elle est là maintenant, dit-elle, je veux que le tribunal sache que c'était la seule en qui j'avais confiance pour protéger ce que j'ai construit. Elle connaît l'entreprise mieux que tous. Elle a travaillé sans reconnaissance. Elle n'a jamais demandé plus que justice, et pourtant, on lui a donné moins que rien. » La juge ne broncha pas, mais j'ai vu ses lèvres se serrer très légèrement, un signe presque invisible de désapprobation.
Pas envers moi, envers eux. L'avocat adverse se leva pour objecter. Il affirma que l'enregistrement manipulait les émotions, qu'il ne représentait pas une clarté juridique. Garriz répondit immédiatement. Cette déclaration est cohérente avec les documents légaux mis à jour, les transferts financiers et les décisions d'entreprise prises par Lorraine Monroe. La loi soutient l'intention, et ici, nous avons la voix, la volonté et les preuves, toutes alignées. La juge hocha la tête. Objection rejetée. Poursuivez. Leur côté n'avait plus d'arguments. Papa demanda à faire une déclaration. Autorisation accordée. Il se leva, ajusta sa cravate et regarda la juge dans les yeux, sans même me regarder. Ma mère était une femme fière, dit-il, mais aussi têtue. Elle ne comprenait pas la complexité des affaires modernes. Elle était émotive, facilement influençable. Garriz leva un sourcil, mais resta silencieux. Elle a été manipulée, poursuivit papa. Elle a eu accès à Ella pendant ces dernières années. On ne sait pas ce qui s'est dit à huis clos. On ne sait pas quelles promesses ont été faites. Ma fille n'est pas innocente dans tout ça. C'est à ce moment que je me suis levé de nouveau. Votre honneur, dis-je d'un ton égal. Puis-je répondre à cela? La juge acquiesça d'un signe de tête. Je ne me suis pas tourné vers papa, mais vers toute la salle. Ma grand-mère n'était pas confuse. Elle était précise. Tout ce qu'elle m'a donné, elle l'a documenté. Tout ce qu'elle a protégé, elle l'a expliqué. Et si vous allez m'accuser de manipulation, alors je vous demanderai comment vous appelez des décennies de silence, d'effacement et de vol de la part des mêmes personnes qui prétendent l'aimer. Je laissai flotter mes mots. La juge ajusta ses lunettes et se tourna vers l'avocat adverse. Avez-vous une preuve recevable qui contredit les documents ou les déclarations présentées? L'avocat regarda papa, puis Vanessa. Puis de nouveau la juge. Non, votre honneur. Pour la première fois depuis le début de cette affaire. J'ai senti que la situation changeait. Pas seulement juridiquement, mais aussi émotionnellement. Ils n'étaient plus intouchables. Ils étaient juste des gens, pris au piège. La juge resta immobile un long moment. Personne dans la salle n'osa bouger. On entendait juste une page tourner pendant qu'elle feuilletait le dossier, analysant chaque ligne comme si elle cherchait une dernière vérité qu'elle aurait manquée. Puis elle retira ses lunettes. Sa voix, quand elle parla, était calme, posée, mais définitive. Ce tribunal reconnaît la légitimité du testament révisé de Lorraine Monroe. Tous les documents présentés ont été vérifiés et sont légalement recevables. Avec effet immédiat. Ella Monroe obtient le contrôle total, les 51% de Monroe & Company. Je sentis ma respiration se bloquer, mais je ne bougeais pas. Je n'étais pas encore prête à célébrer. Pas encore. De plus, continua la juge, au vu des irrégularités financières présentées dans cette audience. Le tribunal démet par la présente Richard Monroe et Vanessa Monroe de tout rôle fiduciaire ou pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise. Et Elena Monroe, en raison de son implication dans l'acquisition non autorisée de biens via des fonds de l'entreprise, sera également exclue de toute fonction administrative ou consultative. En attendant une enquête plus approfondie. La salle n'explosa pas. Il n'y a eu ni cri ni soupir, juste du silence. Le genre de silence qui suit quelque chose d'inévitable, comme le moment où un jury déclare « coupable ». Et tout le monde comprend que le monde vient de changer. Je les ai regardés. Le visage de papa était devenu rouge grisâtre, terne. On aurait dit qu'il ne savait pas s'il devait se mettre en colère ou s'effondrer. Maman ne me regardait toujours pas. Elle fixait encore la table, les mains fortement serrées sur ses genoux. Peut-être pensait-elle que si elle ne bougeait pas, elle pourrait se réveiller et tout effacer. Et Vanessa semblait ne pas comprendre ce qui venait de se passer, comme si ce n'était pas comme ça que son histoire devait finir. Comme si elle était toujours la star, et que ce verdict n'était qu'un mauvais rebondissement écrit par quelqu'un d'autre. Mais ce n'était pas une fiction, c'était la vérité. Et pour une fois, je n'étais pas sur le côté, en train de regarder. J'étais la raison pour laquelle cette histoire était enfin racontée. Garriz se pencha et me murmura, c'est fait. J'ai hoché la tête, toujours sans parler. La juge se tourna vers moi une dernière fois. Mademoiselle Monroe, en tant qu'actionnaire majoritaire, ce sera votre responsabilité de diriger l'entreprise à l'avenir.
Ce tribunal a confiance que vous honorez la loi ainsi que les souhaits de votre grand-mère. Je me suis levé, les mains croisées devant moi. Je le ferai, votre honneur. Elle m'a adressé un petit hochement de tête, puis elle s'est levée. Audience levée. Le marteau a frappé fort et net. Ça a sonné comme une porte qui se ferme violemment et une autre qui s'ouvre. Dehors, les journalistes attendaient, mais je ne me suis pas arrêté pour eux. Je n'étais pas là pour nourrir les gros titres. Ce n'était pas une affaire de vengeance, ni même une affaire de justice. C'était une question d'être enfin vu, entendu, reconnu. Pendant des années, j'étais passé dans des salles de réunion où je n'étais pas invité, j'avais travaillé sur des projets qui portaient le nom de quelqu'un d'autre, et je m'étais assise à des tables où on me demandait de servir mais jamais de parler. Tout ça s'est terminé ici, et pas parce que j'avais crié plus fort, mais parce que j'avais les preuves. Les faits, et peut-être plus important encore, moi-même entière, solide, et enfin libre. Je n'ai pas pleuré avant d'être rentré chez moi. Pas au tribunal, pas dans la voiture, même pas quand Garyz m'a serré la main et m'a dit que j'avais fait ce que la plupart des gens ne font que rêver, reprendre ce qu'on m'avait volé, pas seulement en argent, mais en dignité. C'est en entrant dans la maison que tout m'a frappé. Dans cette même cuisine où je me levais à l'aube pour faire des œufs et couper des fruits que personne ne me remerciait jamais. Dans ce même couloir où je me collais au mur pour que Vanessa puisse passer avec ses talons hauts, le téléphone à l'oreille, criant des ordres que je devais ensuite exécuter. Je suis resté sur le seuil et j'ai laissé tout me traverser. C'était à moi, maintenant. Pas seulement la maison. Mais ce moment, cette clarté. Je n'étais plus la fille dans l'ombre, plus l'idée de dernière minute. Plus le témoin silencieux du spectacle des autres. J'étais le personnage principal. Le lendemain matin, je suis entré dans Monrogan Compan comme assistante, pas comme remplaçante. Mais comme propriétaire majoritaire. Certains employés semblaient surpris. Certains m'ont souri poliment, et d'autres ont hoché la tête, soulagés, comme s'ils avaient vu ce que j'avais vu. Le favoritisme, la dysfonction, la pourriture sous la belle image. Mais eux n'avaient jamais eu le pouvoir ou la sécurité pour en parler. J'ai réuni les chefs de service dans la salle de conférence l'après-midi. Pas de discours pompeux, pas de spectacle. J'ai juste dit la vérité. Je ne suis pas ici pour punir qui que ce soit, ai-je dit. Je suis ici pour reconstruire. J'ai présenté un plan. Audit financier, budget transparent, règles d'éthique claires, promotion basée sur le mérite, pas sur le nom de famille. Certaines personnes ont semblé mal à l'aise. Tant mieux. L'inconfort voulait dire que les choses bougeaient. Plus tard cette semaine-là, je me suis assise dans l'ancien bureau de ma grand-mère. Il avait été vidé des années plus tôt, mais la fenêtre donnait toujours sur la ville comme avant, ferme. Attentive. J'ai ouvert le tiroir qu'elle gardait toujours fermé à clé et j'y ai trouvé une enveloppe. Que je n'avais jamais vue. Pas d'adresse, juste mon nom. À l'intérieur, une seule phrase, écrite de sa main familière, s'ils essaient de te faire tomber, utilise ça comme une marche pour monter. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Sa force, son amour, son obstination, tout ce qu'ils avaient essayé d'effacer était ce qui m'avait sauvé. Et maintenant, j'étais enfin prête à vivre. Comme quelqu'un qui n'avait plus peur. Ni d'être seul, ni d'être sous-estimé, et certainement pas d'être vu. On m'appelait la silencieuse, l'assistante. Celle qui ne posait jamais de problème. Mais silencieuse ne veut pas dire faible. Et aider, ce n'est pas la même chose que se soumettre. Je ne les ai pas détruits. J'ai juste refusé de rester invisible. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une restauration. La prochaine réunion du conseil était prévue pour lundi. J'allais être à la tête de la table, pas pour me vanter, mais pour diriger. Et cette fois, personne ne m'effacerait de la photo. 6 mois plus tard, l'entreprise ne ressemblait plus du tout à ce qu'elle avait été. Et moi non plus. L'ancienne salle de conférence de Monroe & Company, autrefois remplie de sourires forcés et de stratégies chuchotées, avait été vidée, au sens propre comme au figuré. La longue table en acajou avait été remplacée par plusieurs tables rondes plus petites. Fini la hiérarchie. Place aux idées. Aux conversations, à la vraie collaboration.
Certains cadres avaient démissionné. D'autres avaient été licenciés, mais la plupart étaient restés. Et pour la première fois depuis longtemps. Ils ne regardaient plus par-dessus leur épaule quand ils parlaient. La transparence n'était pas juste un mot à la mode dans notre nouvelle déclaration de mission. C'était notre façon de travailler. Chaque dépense, chaque décision, chaque règle était ouverte et responsable. J'ai été clair, personne n'était au-dessus des règles, pas même moi. Je ne voulais pas être une héroïne. Je voulais juste ne plus être un fantôme. Cet automne-là, on a lancé une bourse au nom de grand-mère Lorraine, financée par le même fonds qu'elle avait laissé. Pas comme une opération marketing. Mais parce que je savais qu'elle l'aurait fait si elle en avait eu la chance. La bourse ne s'adressait pas seulement aux étudiants en commerce. Elle était faite pour les étudiants de première génération, les aidants, ceux qui, comme moi, avaient passé plus de temps à aider les autres qu'à investir en eux-mêmes. Je me souviens encore de la lettre du premier bénéficiaire. Je pensais que je resterais invisible pour toujours, avait-il écrit. Je connaissais ce sentiment, et maintenant, je faisais quelque chose pour ça. J'ai passé les premiers mois dans mon nouveau rôle submergé de travail. Pas parce que je devais le faire, mais parce que j'avais besoin de prouver. Surtout à moi-même, que j'avais ma place dans ce siège que j'avais récupéré. Mais avec le temps, quelque chose a changé. J'ai recommencé à dormir après 6 heures du matin. J'ai arrêté de m'excuser à chaque fois que je faisais une pause. J'ai recommencé à rire. Du vrai rire, celui qui te fait mal aux côtes. Et petit à petit, j'ai cessé d'attendre que le prochain malheur arrive, parce que plus personne ne le tenait au-dessus de ma tête. Un après-midi, je suis allé visiter la tombe de ma grand-mère. Je n'y étais pas retourné depuis l'enterrement, pas par manque d'amour, mais parce que je ne voulais pas lui apporter de la peine. Je voulais lui apporter quelque chose de meilleur. Je lui ai apporté des fleurs et des lys jaunes, ses préférés, et je lui ai tout raconté. La salle de réunion, la bourse, comment maman ne m'avait toujours pas appelé. Comment papa faisait comme si le jugement n'avait jamais existé, et comment Vanessa avait déménagé à Miami. Et lancé une sorte de marque lifestyle un peu floue, surtout composée de photos retouchées de brunch et de citations inspirantes. Je lui ai dit que je n'étais plus en colère. Ni contre eux, ni même contre moi. Je lui ai dit que je comprenais enfin ce qu'elle voulait dire quand elle disait que le silence pouvait être plus dangereux que la cruauté, que se faire effacer lentement fait plus mal que se faire attaquer directement. Et je lui ai dit qu'elle m'avait sauvé. Pas seulement avec l'héritage, mais avec sa confiance, sa révolte silencieuse. Sa foi en moi, sa croyance qu'un jour je serais prête à me battre pour moi-même. Avant de partir, j'ai relu une dernière fois la phrase de sa dernière lettre, s'ils essaient de te faire tomber, utilise ça comme une marche pour monter. Elle ne parlait pas seulement de survie. Elle parlait de transformation. Pas juste de reconstruire une vie, mais de la redéfinir. Je n'ai pas réécrit mon histoire. Je me suis souvenu de qui j'étais, avant qu'on ne me fasse croire que je ne comptais pas. Et j'ai donné un futur à cette version de moi. Pas pour me venger. Mais parce qu'elle méritait d'être vue, d'être libre, et enfin, d'être aimée. D'abord pour elle-même, puis pour la vie qu'elle a choisie. C'était un mercredi après-midi tranquille quand j'ai reçu l'email de ma mère. Pas d'objet. Juste son nom. J'ai hésité pendant une minute entière avant de l'ouvrir. Il était court. J'espère que tu vas bien. Je me demandais si tu accepterais qu'on se voie. Il y a des choses que j'aimerais te dire en face. Juste nous deux. Pas d'excuses, pas de chaleur, juste un ton poli et froid. Le genre de message qu'on envoie à un collègue qu'on a humilié autrefois et dont on a maintenant besoin. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté avec ce message. Je l'ai laissé rester avec moi. Quelques jours plus tard, j'ai accepté de la rencontrer. Pas parce que j'avais besoin d'un dernier mot, je l'avais déjà trouvé. Mais parce que je voulais voir ce qu'elle ferait quand ce n'était plus elle qui contrôlait tout. On s'est retrouvés dans un petit café. Du genre qu'elle critiquait quand j'étais plus jeune. Trop simple, trop banal. Elle est arrivée avec 10 minutes de retard. Avec des lunettes de soleil et un sourire figé. Elle a essayé de prendre ma main au-dessus de la table. Mais j'ai gardé les miennes autour de ma tasse. Elle a retiré la sienne, confuse. Je veux juste dire, a-t-elle commencé, que rien de tout ça n'était pour te faire du mal.
On essayait de faire ce qui était le mieux pour la famille. J'ai attendu. Pas un seul, pardon. Pas un seul, je me suis trompé. Juste des excuses déguisées en diplomatie. Elle a parlé un moment, en essayant d'avoir l'air maternel. Elle a parlé de regrets et de manque de communication. Elle a dit qu'elle espérait qu'on pourrait trouver une nouvelle voie ensemble. Quand elle a enfin arrêté de parler, je l'ai regardée dans les yeux. « Tu n'as pas besoin de mon pardon », ai-je dit. « Tu dois juste comprendre que je ne l'attends plus. » Elle a cligné des yeux, sans savoir quoi répondre. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à essayer de mériter quelque chose de toi que tu n'as jamais voulu me donner. Du respect, de l'attention, de la décence. Je pensais que si je travaillais plus, que si je restais silencieuse, que si je rendais les choses faciles, peut-être alors? J'ai inspiré. Mais maintenant je connais la vérité. Je n'ai pas besoin qu'on me pardonne d'être parti. J'avais besoin de partir pour pouvoir me pardonner moi-même. Elle a détourné le regard vers son thé, toujours intact. J'espère qu'un jour tu verras que j'ai fait de mon mieux, a-t-elle murmuré. Je le crois, ai-je dit. Mais ton mieux n'a pas été bon pour moi. Et je ne vais pas me rabaisser pour te faire sentir mieux. Elle n'a pas répondu. Elle est juste restée assise là à essayer de comprendre comment son histoire pouvait finir sans le moment de rédemption qu'elle espérait toujours. Quand je suis parti, je ne l'ai pas prise dans mes bras. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable. Parce que parfois, guérir, ce n'est pas se réconcilier, c'est se libérer. La maison était silencieuse ce matin-là. Pas ce silence lourd et tendu dans lequel j'avais grandi. Pas ce silence rempli de jugements muets et de politesse forcée. C'était un autre silence. Paisible, honnête, libre. Je me suis assise sur le balcon avec une tasse de café et j'ai laissé le soleil du matin caresser mon visage. En bas, la ville commençait lentement à s'éveiller. Je n'avais plus besoin de me presser. Personne n'attendait que je nettoie un désordre ou que je prenne des notes qu'on n'allait pas reconnaître. Il n'y avait que ce moment, et il m'appartenait. À l'intérieur. La vieille photo de grand-mère Lorraine était encadrée sur l'étagère. C'est moi qui l'avais placée là, elle n'était plus cachée dans un tiroir ni oubliée dans un coin poussiéreux. Elle souriait sur la photo. Un demi-sourire, en fait, celui qu'elle faisait quand elle savait quelque chose que les autres ignoraient. Celui qu'elle avait quand elle m'a confié son héritage. Il y avait une lettre d'elle que j'avais gardée, qu'elle avait écrite bien avant que sa santé ne décline. Je ne l'avais pas ouverte jusqu'à ce que tout soit fini. Elle était au fond de son livre de recettes, cachée derrière une fiche de tarte au citron taché. Elle commençait par « Si tu lis ceci, c'est que tu n'as pas abandonné. » Rien que ça, ça me rend fier. Mais je veux plus pour toi que juste survivre. Je veux la joie. Je veux ton nom sur la porte, ton rire dans la cuisine, ta paix à toi. Et qu'ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils te traitent d'ingrate ou de froide. Mais sache ceci, il faut plus de courage pour partir la tête haute que pour rester en silence et disparaître. J'ai refermé doucement la lettre. Maintenant, je comprenais ce qu'elle voulait dire par paix. Pas l'absence de conflit, mais la présence de soi. La vérité, c'est que je n'avais pas besoin de l'entreprise pour me sentir digne. Je n'avais pas besoin de l'argent, même pas de la justice. Ce dont j'avais besoin, c'était de croire complètement que je pouvais de nouveau me faire confiance. Que je pouvais entrer dans une pièce sans me faire petite. Que je pouvais dire non, ou oui, ou même rien du tout, parce que c'était moi qui le décidais, pas quelqu'un d'autre. Ce matin-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit la première ligne de quelque chose de nouveau. Pas une démission. Pas une plainte. Juste une histoire. La mienne. Pour une fois, je n'écrivais pas des rapports que quelqu'un d'autre allait signer. Je ne préparais pas des stratégies que quelqu'un d'autre allait présenter. J'écrivais mon propre chapitre. Je pensais avant que le silence était une force. Que tenir bon était suffisant, mais la vraie force, c'est de dire ce qui nous fait peur. C'est de se choisir soi-même avant que quelqu'un d'autre nous y autorise. Et parfois, c'est partir, pas pour prouver quelque chose, mais pour recommencer. Ce n'est pas la fin de mon histoire. C'est juste la première page de la vie que j'ai enfin choisie. La guérison n'arrive pas en grand moment. Elle se glisse doucement. Parfois, elle ressemble à une grande respiration que tu ne savais même pas que tu retenais.
Ou au premier matin où tu ne vérifies pas ton téléphone pour voir si quelqu'un s'est enfin excusé. Parfois, c'est comme planter quelque chose. C'est ce que j'ai fait. Quelques mois après que le procès ait été terminé et que la poussière soit retombée. J'ai commencé un petit jardin dans la cour de la maison que j'avais héritée. Il était à l'abandon, négligé, comme tant d'autres parties de ma vie. Mais j'aimais l'idée de commencer là. Là où les choses avaient été laissées pour mourir. Je voulais redonner vie à quelque chose. Chaque samedi matin, je m'agenouillais dans la terre, les manches retroussées et le soleil dans le dos. Peu importait s'il avait plu la veille. Ou si mes mains étaient éraflées. Tout cela m'appartenait. J'ai fait pousser du basilic, des tomates. J'ai même essayé les roses, même si elles m'ont donné plus de tracas que de beauté au début. Ce n'était pas à propos des plantes, mais du silence, du calme, de la façon dont mes mains bougeaient sans rien avoir à prouver. Je pensais souvent à ma grand-mère pendant ces matins-là. Elle aurait adoré ce jardin. Elle m'avait dit un jour que le monde ne nous donnait jamais beaucoup de place à nous, les femmes comme nous. Alors on devait cultiver notre propre espace. À l'époque, je croyais qu'elle parlait des affaires. Mais maintenant, je savais qu'elle parlait de tout. Un jour, pendant que j'arrachais des mauvaises herbes près de la clôture, une voisine s'est approchée. « C'était pas la maison des Monroe ?» a-t-elle demandé en penchant la tête. « Ça l'est toujours », ai-je dit en souriant, mais sous une nouvelle direction. Elle a ri et m'a salué avant de continuer sa route. J'ai regardé les rangées de verres. Les petites pousses colorées qui commençaient à fleurir n'étaient pas parfaites. Certaines étaient tordues. D'autres refusaient de pousser peu importe ce que je faisais. Mais elles étaient réelles. Et moi aussi. Pendant tellement longtemps, ma vie avait été façonnée par les attentes des autres, leur bruit, leur silence, leur version de moi. Mais ici, avec la terre, la lumière du soleil, et une seconde chance. Je pouvais enfin grandir sans demander la permission. Ce n'était pas juste mon jardin. C'était mon retour à moi-même. J'ai acheté une nouvelle table à manger. Rien de luxueux, juste du vrai chêne. Assez grande pour 8 personnes. Je l'ai trouvée dans un petit atelier, fabriqué à la main. Par un menuisier retraité qui a souri quand je lui ai dit que je ne voulais rien de poli, juste quelque chose de vrai. Je l'ai ramené à la maison moi-même, sans service de livraison, sans décorateur, juste moi et la table. Pendant des années, j'avais servi des repas sur les tables des autres. Posé des assiettes pour des gens qui ne levaient même pas les yeux, cuisiné pour une famille qui ne me demandait jamais comment j'allais, mais se plaignait si les œufs n'étaient pas assez chauds. Cette fois, c'était ma table, mes règles. Je n'ai pas organisé un grand dîner tout de suite. Ce genre de guérison ne fonctionne pas comme ça. On ne remplace pas l'absence par du bruit. On laisse la présence se construire lentement. La première personne que j'ai invitée, c'était Carla, une des comptables seniors qui était restée après la transition de l'entreprise. Un jour, elle m'avait prise à part après une réunion tendue et m'avait dit « Tu as géré ça avec plus de grâce qu'il ne le méritait. » On a mangé des pâtes et bu du vin. On a rigolé de toutes les choses absurdes qu'on avait vues dans les salles de réunion. On a levé nos verres pour les nouveaux départs, pas pour les retours en arrière. Puis est venu Jordan, la stagiaire, qui me faisait tellement penser à moi que ça m'effrayait. Elle avait 21 ans. Elle était brillante et ne savait pas encore si elle avait sa place dans les pièces où elle entrait. Je lui ai préparé un croque-fromage et une soupe à la tomate. Elle a dit que personne ne lui avait fait ça depuis la mort de sa mère. Je ne pensais pas que les gens comme vous faisaient attention à des gens comme moi, a-t-elle murmuré. Moi, si, je lui ai répondu, parce que j'ai été toi. Ce soir-là, après son départ, je me suis assise seule en bout de table. Sans voix pour me rabaisser, sans regard froid pour me rappeler ma place. Juste du calme, et pour la première fois depuis très, très longtemps, un sentiment de plénitude. Pas seulement dans la pièce. En moi. Ma grand-mère m'a dit un jour que le vrai foyer, ce n'était pas la taille de la maison. Ni le nombre de chaises autour de la table. C'est à quel point tu te sens vu quand tu t'assois. À cette table, il n'y avait personne d'invisible. Personne effacé de la photo. Personne n'avait besoin de mériter sa place. Même pas moi. Avant, je pensais que la seule manière de survivre dans une famille brisée, c'était de devenir plus petite, plus silencieuse, plus gentille. Mais le silence ne soigne pas. Il cache.
Et plus tu te caches longtemps, plus c'est facile pour les autres d'oublier que tu as existé. Je n'ai pas été effacé en un jour. C'est arrivé petit à petit, à chaque fois qu'on m'ignorait. Chaque fois qu'on me disait que j'étais trop sensible. Chaque fois que je servais un repas et qu'on me laissait hors de la photo. Mais la guérison non plus n'arrive pas d'un coup. Elle arrive quand tu reprends ta voix. Pas pour crier, mais pour parler pour toi-même. Elle arrive quand tu arrêtes d'attendre la permission pour prendre de la place. Elle arrive quand tu arrêtes d'attendre des excuses et que tu te donnes à toi-même la paix à la place. Je ne me suis pas battu contre ma famille pour les blesser. Je me suis battu pour me retrouver moi-même. Et je ne m'en excuserai pas. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle est pour tous ceux qui se sont déjà sentis invisibles à leur propre table. Pour tous ceux à qui on a dit de se taire pour préserver la paix. Pour tous ceux à qui on a fait croire que la loyauté, c'était s'oublier soi-même. À toi, je dis, tu n'es pas égoïste d'avoir quitté ce qui t'a fait du mal. Tu n'es pas ingrat de vouloir plus. Et il n'est jamais trop tard pour recommencer. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'une vie qui t'appartient entièrement.